Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous avez dû commencer à le voir, suite au succès de l'an dernier, je vous propose cette année encore un calendrier de l'Avent 2022 accessible sur LinkedIn et Instagram, sur mes profils perso, Delphine Zanelli, ainsi que sur la page LinkedIn du podcast. J'y partage, comme l'an dernier, des conseils des invités du podcast pour 2022. Mais cette année, j'ai souhaité aussi ajouter les vôtres, chères auditrices et auditeurs. Partant pour me les partager ? Ce sont des conseils très simples, issus de vos pratiques, et dont vous souhaiteriez faire bénéficier les auditrices et auditeurs. Allez vous inspirer en regardant les premiers conseils sur les réseaux. Et puis envoyez-moi un email à contact@l'entreprisededemain.fr sur LinkedIn ou Instagram. Pour terminer cette année, où la question du lien était plus que centrale, je vous propose de faire un pas de côté. Vous avez dû remarquer que j'aime bien ponctuer le podcast d'épisodes plus décalés, pour vous permettre d'approcher l'entreprise de demain avec des regards différents. Revenons à notre épisode. Alors, quel est ce regard différent ? Eh bien, c'est le regard de Camille Sfez. Camille est psychologue clinicienne, formatrice et autrice. Le sujet de son dernier ouvrage est la vulnérabilité. Un sujet dont on entend de plus en plus parler, à juste titre, tant il est selon moi central pour bâtir les organisations de demain. Xavier Mufradji, CEO de Young President Organization, nous en parlait dans les épisodes 5 et 6 de la saison 2, épisodes que vous avez plébiscités. Brené Brown, une chercheuse américaine, y a dédié un ouvrage, Le pouvoir de la vulnérabilité. Mais c'est aussi un sujet parfois galvaudé, sur lequel je souhaitais vous apporter un éclairage différent, éclairant et concret, loin des concepts encore une fois. Parce que ce sont ces éclairages qui nous permettent de réellement pouvoir évoluer. Merci Camille pour ce cadeau, nous vous écoutons. Bonjour Camille. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de vous présenter. Oui, alors moi je suis psychologue clinicienne et je travaille une partie de mon activité, c'est travailler en entreprise où j'anime des formations sur des sujets de développement personnel et l'autre casquette que j'ai, c'est celle de psychologue en libéral, en face à face, où j'accompagne les transformations individuelles. Je travaille aussi dans des espaces de développement personnel pour les femmes, qu'on appelle des cercles de femmes. Ça fait une petite dizaine d'années que j'en organise. Et je suis l'autrice de 2 livres, La puissance du féminin, qui est sorti en 2018, et Vulnérable, qui est sorti il y a 1 mois et demi maintenant, aux éditions Le Duc. D'accord. Merci Camille. Donc c'est de vulnérabilité qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Donc ça fait effectivement un petit moment que je suis vos travaux et j'avais envie de vous faire venir pour nous parler de la vulnérabilité. Déjà peut-être comme pour commencer pour la définir ensemble parce qu'on en parle beaucoup mais on ne sait pas toujours quoi mettre derrière. Oui, vulnérable ça veut dire qui peut être touché ou blessé par l'autre, par la vie. Il y a des notions qui sont très proches. La vulnérabilité, c'est assez proche de la fragilité, et la fragilité, ça parle plutôt d'un rapport à soi, alors que la vulnérabilité, ça sous-entend qu'il y a un autre ou un extérieur qui pourrait être dangereux. Et donc, du coup, quand on se sent vulnérable, on a tendance, pour se protéger de cet autre dangereux, de cet extérieur dangereux, on a tendance à mettre un certain nombre de masques. Évidemment, on va en reparler. Mais finalement, vulnérabilité et fragilité, c'est des notions qui sont assez proches. Et c'est important de les distinguer d'une troisième notion qu'on associe souvent aux 2 premières, c'est la faiblesse. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que quand on se sent vulnérable ou quand on se sent fragile, c'est le signe d'une faiblesse. Alors qu'en fait, tout le propos de mon livre, c'est justement de montrer qu'il ne s'agit pas de faiblesse, qu'on a tous des fragilités, qu'on se sent tous vulnérables et que c'est justement en commençant à ne plus avoir peur de notre vulnérabilité qu'on va pouvoir l'utiliser d'une certaine manière, en tout cas qu'on va pouvoir sortir de cette rigidité qu'on peut construire parfois pour surtout pas s'approcher de ce sentiment qui est, c'est vrai, inconfortable, c'est très inconfortable quand on se sent vulnérable. Pourtant, il y a probablement des clés de compréhension de soi-même,
d'authenticité dans le lien, de créativité qu'on peut trouver à cet endroit de vulnérabilité. Mais justement, vous dites la vulnérabilité, en fait, c'est vis-à-vis de l'autre. Et finalement, la vulnérabilité, ça nous, voilà, ça nous coupe de l'autre, ou au contraire, ça nous lie à l'autre plus fortement? Eh ben, en fait, quand je me sens vulnérable, j'ai très peur. On a souvent peur de ce sentiment parce que il est très inconfortable, hein. Se sentir vulnérable, c'est vraiment ce petit tremblement intérieur, où on sent on pourrait être à la merci de ceux qui vont abuser de leur pouvoir sur nous ou voilà, d'une certaine manière, qui peuvent nous blesser. Donc on a tendance, quand on se sent vulnérable, à se couper de l'autre. Et ça, c'est Brené Brown qui explique ça, hein, cette sociologue américaine qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de la vulnérabilité. Elle explique que les gens qui sont capables de partager leur vulnérabilité, donc qui n'en ont pas peur d'une certaine manière, sont des gens qui sont plus capables de vivre le lien. Parce que justement, quand j'ose partager à d'autres et prendre les autres à témoin de ce qui m'arrive, donc de mes doutes, de mes questionnements, de ma colère, de mon désespoir, je sais pas, peu importe, hein. Quand je prends les autres à témoin de ce qui m'arrive, je vais évidemment être plus authentique, créer de la confiance, approfondir le lien. Et donc c'est pour ça que elle le met au cœur des expériences humaines significatives. Et c'est évidemment du coup ce qui, je crois une des choses qu'on gagne entre guillemets, même si c'est pas le but n'est pas de faire de notre vulnérabilité à tout prix une force parce que ce serait aller un peu trop vite. Hein. Quand je me sens vulnérable, je me sens pas du tout forte, je me sens pas du tout puissante, voilà. Mais le fait de ne pas avoir peur de ça et d'être capable d'en parler, c'est ce qui va permettre, voilà, de créer des relations. Avec plus de confiance en fait, hein, avec les gens avec qui on vit, avec qui on travaille. Camille, vous parliez tout à l'heure de masques, justement. Alors, quels sont les masques que, quelque part, on met pour se protéger de ce sentiment de vulnérabilité? Oui, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces masques, on les met, ce sont des stratégies de survie qu'on met en place dès l'enfance pour éviter de souffrir. Quand je me sens vulnérable en tant qu'enfant, j'ai pas les ressources d'en faire quoi que ce soit la plupart du temps, et donc du coup, je vais construire un certain nombre de stratégies d'une certaine manière. Je vais mettre en place des stratégies pour continuer à vivre, continuer à être aimé, arrêter de souffrir, etc. Dans le livre, je parle de 7 stratégies, mais je vais peut-être parler des 4 principales. La première stratégie qu'on met en place, c'est le perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, ça n'a rien à voir avec le fait de donner le meilleur de soi. Le perfectionnisme, c'est au contraire tout faire pour ne pas pour ne pas perdre l'approbation d'autrui. Et donc d'une certaine manière, c'est notre attitude qui veut tout mettre en œuvre. Je vais tout mettre en œuvre, donc dans quelque chose d'assez volontariste, qui, d'une certaine manière, on va pas tout mettre en œuvre parce qu'on croit en ce qu'on fait ou parce qu'on a envie de bien faire, mais surtout parce qu'on redoute la désapprobation. Et ça va être notre premier masque. Le deuxième, c'est l'anesthésie. Il est bien connu. L'anesthésie, c'est la manière qu'on a de se couper de nos émotions. On peut s'en couper complètement, hein. Il y a des gens qui sont pas du tout en contact avec leurs émotions. On peut s'en couper aussi en minimisant ce qu'on ressent. Oui, j'ai fait un burn-out, mais c'est pas très grave. Mon mari m'a quitté, mais je lui ai pardonné, je m'en remets. Enfin voilà, toutes ces stratégies qu'on a pour minimiser nos affects et donc d'une certaine manière minimiser la douleur, hein. Et puis peut-être, oui, je peux parler une troisième stratégie, c'est d'éviter tout ce qui va avoir trait à la honte. C'est-à-dire que dès qu'on éprouve un sentiment de honte, aussi fugace soit-il, on va mettre de côté le comportement, les pensées qui sont associées à ce sentiment de honte. Évidemment, c'est très difficile de parler de ce qui nous fait honte. Et du coup, de cette manière-là, on va se couper d'un certain nombre de parties de soi. Où on va pas s'autoriser un certain nombre d'attitudes, de comportements, parce que là aussi, en fait, la honte, c'est aussi la peur de ne plus être aimé, hein, ou en tout cas la crainte de si j'ai fait quelque chose ou si j'ai manqué de faire quelque chose, je vais perdre l'amour de l'autre. Alors évidemment, en entreprise, il s'agit pas d'amour, mais il s'agit de lien, et donc le fait d'évacuer la honte, c'est aussi une manière de se couper d'un certain nombre de parties de soi. Du coup, quand on a identifié ces masques, hein,
on peut tenter de ne pas les mettre. Évidemment, s'ils sont installés depuis longtemps, ces stratégies de survie, elles sont souvent bien en place. Et il faut à un moment qu'on se sente enfermé dans ces stratégies, qu'on en ait assez, qu'on sente que ça limite notre créativité, que ça limite notre capacité à aller vers l'autre, que ça limite notre spontanéité, pour qu'à un moment on ait envie de les transformer. Et je crois qu'il y a vraiment, c'est vraiment ça qui a gagné. Pour être créatif, il faut prendre le risque de perdre l'approbation d'autrui. Pour être en lien, il faut prendre le risque de se montrer tel que l'on est. Et donc, voilà, c'est vraiment peut-être ces deux choses-là qu'on aurait à gagner, à prendre le risque finalement d'être plus spontané d'une certaine manière, de moins retenir, de moins être dans le contrôle, de moins chercher à donner cette image lisse qu'on a mis peut-être parfois des années ou des dizaines d'années à façonner. D'accord, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, et j'ai envie de dire là-dessus, comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut essayer de s'en libérer, par quoi on peut commencer, et puis peut-être d'encourager aussi les gens avec qui on travaille dans le monde de l'entreprise à s'en libérer. Oui. Je crois que ça fonctionne plus par la résonance que par le conseil. C'est-à-dire que si j'ai envie dans mon équipe, par exemple, les gens soient capables d'être vulnérables, c'est pas en leur disant tu peux me dire les choses, tu peux me faire confiance, tu peux te montrer vulnérable qu'on va les aider, parce qu'en fait ça fonctionne pas comme ça. Il faut que pour pouvoir avouer ma vulnérabilité, il faut que je sente que l'autre est capable d'aller dans ce même endroit de profondeur, mais aussi de courage en fait, parce que ça demande énormément de courage de se montrer vulnérable. Donc d'une certaine manière, c'est pour ça que je parle de résonance. Moi, mon expérience, c'est que plus je suis capable de me mettre à nu face à l'autre, plus je vais l'encourager dans cette mise à nu-là. Et donc c'est parce que je montre le chemin d'une certaine manière, parce que je m'autorise à nommer explicitement ce qui va pas, à nommer mes peurs, à parler de mes doutes, à dire que je suis perdue, à dire que j'y arrive pas. D'une certaine manière, ça peut être sur des petites choses, c'est pas forcément partager des traumas ou des crises violentes. Évidemment, ça n'a rien à voir aussi avec le fait de partager sa vie personnelle, mais c'est simplement nommer nos difficultés, nommer ces endroits qu'on aurait envie de cacher à l'autre spontanément, pour garder cette belle image qu'on a construite de la personne formidable qu'on est. Et si je le fais, c'est parce que j'ai vraiment la conviction qu'à l'endroit de la fragilité, il y a quelque chose de peut-être plus intéressant. C'est pour ça que je parlais de créativité. Il y a quelque chose en plus de plus riche que du côté du masque, qui va être dans cette attitude volontariste, mais d'une certaine manière qui retient ce qui est vivant. Ce qui est vivant, c'est plus du côté de l'émotion et du débordement, de ce qui nous ébranle. Et donc, la question peut-être, je crois qu'aussi la pandémie qu'on vient de traverser, ça nous a mis collectivement face à notre vulnérabilité. Et d'une certaine manière, c'est aussi probablement pour ça qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, comme si collectivement on avait besoin de créer des espaces de sécurité pour pouvoir la partager. Parce que là aussi, pour que les gens s'autorisent à parler de leurs difficultés, de leurs échecs, etc., il faut que moi je montre la voie, mais il faut aussi qu'ils soient dans un environnement suffisamment sécure pour pouvoir le faire, suffisamment en sécurité émotionnelle, je dirais. Et cette sécurité, elle vient avec le fait qu'on sait que ce que je partage ne sera pas répété, que je serai pas jugée pour ce que je partage, que je vais être accueillie avec de la bienveillance, même si j'ai fait une erreur, que je vais pouvoir parler et élaborer, traverser peut-être un conflit, une crise avec mon interlocuteur, et en même temps qu'on va en faire quelque chose de positif. Donc il faut qu'il y ait cette confiance aussi qui soit là pour que je puisse m'autoriser à nommer ce qui s'est fait. Donc effectivement, donc à la fois créer de la résonance en montrant la voie, mais aussi créer l'espace sécurisé. Oui. Qui j'imagine, l'idéal c'est qu'il soit tout le temps là, mais il peut aussi être là dans un temps donné sur lequel on s'autorise Exactement. à partager, on commence à apprendre à partager dans ce temps donné ensemble. Exactement, parce que c'est un peu illusoire, je crois, d'espérer qu'il soit tout le temps là. Ça nous demande, parce qu'en fait, ça veut dire énormément de règles de communication qui doivent être vraiment explicites sur ce que j'ai le droit de dire,
la manière dont je dois parler, ce que j'ai le droit de faire de l'information que je reçois dans cet espace sécurisé. Évidemment c'est des espaces de confidentialité, mais où chacun doit être certain que ce qui se partage dans cet espace, par exemple, on m'en reparle pas à la machine à café le lendemain matin ou dans une réunion la semaine suivante, parce que sinon, évidemment, je vais pas me sentir autorisée à parler de ce qui me met en difficulté, ou en tout cas, on peut nommer certaines difficultés, mais pour inviter vraiment les collaborateurs ou les gens à aller plus loin, il faut qu'il y ait cette sécurité qui soit vraiment basée sur des règles de communication. Et ces règles de communication, on peut pas les tenir tout le temps. On peut pas être dans la bienveillance tout le temps, on peut pas ne pas porter de jugement tout le temps, on peut pas. Donc, il faut que ces lieux, ils existent. C'est super intéressant. Enfin, qu'ils soient bordés, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, vous disiez juste, pour terminer, on se disait que c'était particulièrement, ça avait été important là parce qu'on a été touché dans notre vulnérabilité avec cette pandémie. Mais c'est vrai qu'on en parle un petit peu comme d'un sujet, de toute façon, enfin voilà, je sais pas si du siècle, ou en tout cas de la période. Pourquoi est-ce que pour vous c'est un sujet qu'on regarde et que vous avez d'ailleurs été amené à regarder aussi spécifiquement là aujourd'hui, enfin, dans notre période contemporaine, dans notre période. Oui, probablement parce que on a de plus en plus de mal à être dans le lien et que on se rend compte on a besoin d'outils en fait pour créer ces liens de confiance, ces liens avec plus d'authenticité, qu'on n'en peut plus tous collectivement de cette course en avant qui nous dit d'être toujours plus fort, plus performant, plus infaillible, et que du coup, ce système-là, il s'épuise et qu'on se rend compte qu'on est tous faillibles, peut-être on se l'avoue pas tous, mais d'une certaine manière. Et là aussi, je crois que les choses, elles ont été accélérées ces 2 dernières années, mais le système qui nous disait de tenir bon à tout prix, il est en train de s'épuiser. Donc d'une certaine manière, quand on tient plus bon et qu'on se rend compte qu'en fait, non, on peut s'écrouler, on peut aussi avouer ses difficultés, mettre un genou à terre, se rendre compte que c'est pas seulement nos petites forces qui nous permettent d'avancer, mais qu'il y a peut-être aussi d'autres choses qui nous portent, le collectif, le lien, des choses qui sont peut-être plus anciennes ou qui nous dépassent. Tout d'un coup, on se met à faire alliance d'une certaine manière avec l'autre, avec la vie. Je sais que d'une certaine manière, ce discours, c'est vraiment un discours de développement personnel ou de ma place de psychologue que je dis ça, mais je crois qu'on aspire tous finalement à cette cette capacité qu'on peut développer de confiance d'une certaine manière. Tout à fait. Puis c'est vrai que la période qu'on a vécue a aussi renforcé on a eu envie de renforcer le lien, parce qu'on a été coupé des liens. Et du coup, on a envie que ces liens revivent de manière plus forte, enfin différente. Et c'est vrai qu'à l'heure où les entreprises se disent on se retrouve pas en restant. En fait, on voit que la question du lien, elle est centrale et que souvent on la traite par des outils. Alors qu'en fait, elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle n'est pas une question d'outils, c'est plus une question de comment on se connecte, en fait. Et on a envie de se connecter différemment, finalement, qu'on soit ensemble physiquement ou pas ensemble physiquement. Presque pas la question. Oui, et c'est vrai que la question de la distance, ça crée de la distance. Enfin, le fait d'être en visio, ça crée de la distance. Et donc, ça nous demande d'aller puiser encore plus profondément ce désir d'être en lien. D'une certaine manière, c'est tellement facile de se couper derrière un écran. On est ensemble, là, toutes les deux, on se voit, on parle, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être ensemble pour de vrai. Donc, d'une certaine manière, c'est facile. J'éteins mon ordi ou j'éteins la fenêtre qui me permet de communiquer avec l'autre et puis je passe à autre chose. Donc, ça demande... oui, beaucoup plus, je pense, d'engagement d'une certaine manière pour continuer à nourrir ces liens. Et puis, en fait, aussi, on sait pas, on s'interroge pas sur comment créer des liens profonds. C'est pas, on n'est pas outillé pour ça, on n'apprend pas ça à l'école. Même en formation, on apprend à gérer ses émotions, mais on n'apprend pas forcément à écouter profondément l'autre, à oser se montrer. Donc c'est vraiment des soft skills qu'on doit apprendre à développer finalement. Tout à fait. Et merci beaucoup Camille. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre.
Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.